webinaire dont la thématique est comment réconcilier le recrutement avec les résultats de l'entreprise. Donc, on aurait pu formuler différemment la question et se demander comment trouver les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs de résultats de l'entreprise. Je suis accompagné pour ce webinaire par deux spécialistes du domaine. Donc, je me présente rapidement puisque j'ai la parole. Donc, je suis François Huck, je suis directeur commercial et marketing de la société Pixid depuis un peu plus de 17 ans maintenant. Hervé, je te laisse te présenter. Oui, donc moi je suis Hervé Spinelli, je suis dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle Welcome Aboard, qui travaille autour aujourd'hui de ces questions du recrutement, bien évidemment, et qui essaie d'apporter des solutions à ses clients en matière de difficultés liées au recrutement que l'on connaît aujourd'hui. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, Jonathan Briard, je suis commercial dans l'équipe de François Hux et j'interviens aujourd'hui principalement déjà sur tout le territoire français, mais pour commercialiser l'offre de recrutement. C'est la raison pour laquelle je suis présent avec vous aujourd'hui. Très bien, quelques mots sur la société Pixid. Nous sommes un éditeur spécialisé dans la mise sur le marché de solutions de recrutement et de gestion pour l'ensemble des ressources flexibles. Donc à la fois l'intérim, le contrat à durée déterminée, mais également d'autres formes de flexibilité. Pour planter un petit peu le décor et sans rentrer trop dans le détail de l'entreprise, je voulais juste partager avec vous quelques chiffres. Donc, le marché de la flexibilité en France est très important, puisqu'on a à peu près entre 700 et 750 000 missions d'intérim par jour. Et comme vous le voyez sur le slide, on en gère à peu près la moitié qui passe sur notre plateforme. Mais il y a également de nombreux CDD, puisqu'on l'estime aujourd'hui à plus de 2 millions. Donc notre ambition, c'est de proposer des solutions qui permettent à la fois de simplifier et d'accélérer cette gestion des ressources flexibles, quelle que soit la forme de contractualisation qu'il y aura derrière. Donc comme toujours, tout est une question d'équilibre. Donc il faut être capable, pour les ressources humaines, de dimensionner correctement les équipes pour être capable d'atteindre les objectifs qui sont fixés par la direction générale et par l'ensemble de l'entreprise. Donc on va avoir une problématique qui est assez simple. Soit j'ai des équipes qui sont un petit peu surdimensionnées, auquel cas, naturellement, et j'ai envie de dire mécaniquement, vous aurez un coût de production qui sera trop élevé, donc ce qui impactera votre marge. Soit dans l'autre cas, on a une équipe qui est sous-dimensionnée, et dans ce cas-là, on va manquer d'efficacité en termes opérationnels, et de ce fait-là, on ne pourra pas délivrer les résultats qui sont attendus. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir, souvent dans des délais qui sont de plus en plus courts maintenant, rééquilibrer la force de travail versus les objectifs de production qui sont associés. D'ailleurs, François, pour expliquer un petit peu et rentrer un peu dans le concret sur ce que je vis au quotidien et sur cette histoire d'équilibre, il y a des situations qui sont très marquantes, notamment sur les équipes qui sont sous-dimensionnées. Je vais prendre 2-3 exemples qui sont assez flagrants, notamment dans la restauration. Si demain il manque un serveur ou un chef de rang, ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires du restaurant. Pourquoi? Parce que il y aura personne pour pouvoir accueillir et servir du coup les clients sur un certain nombre de tables. Et si on prend sur la restauration de manière un peu plus industrielle ou collective, c'est pareil, ça va avoir des impacts parce que le manque de personnel va faire qu'il y aura beaucoup de queues, les clients ne seront pas servis en temps et en heure, et du coup, ça va créer une insatisfaction. Et du coup, c'est des clients qui potentiellement ne reviendront pas dans l'établissement. Je peux avoir un autre exemple, et aussi qui est lié, on l'a constaté après cette période Covid qui a été assez marquante et traumatisante pour beaucoup de monde. Dans le secteur de l'événementiel, et je dirais de l'événementiel corporate, pour tout ce qui est lié aux entreprises, l'activité est très très bien repartie après cette période justement Covid, où là les entreprises avaient une envie, un besoin de communiquer auprès soit de leurs clients, mais aussi en interne pour pouvoir délivrer de bons messages et puis pour fédérer les équipes, le fait de se retrouver, etc. Sauf que les agences d'événementiel, en fait, elles n'ont pas les ressources actuellement pour pouvoir produire ces événements. Il manque des chefs de projet, il manque des directeurs de production, ce genre de choses, et qui fait qu'aujourd'hui, ces agents ne peuvent pas répondre à cette demande. Et il y a un exemple avec qui j'ai échangé il n'y a pas longtemps, une agence d'événementiel, qui a très bien démarré l'année et a fait plus que les objectifs qui s'étaient fixés. Et dès le mois de septembre, ils se sont dit, en fait, on n'accepte
plus de dossiers parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure de produire. Donc, c'est-à-dire de septembre à décembre, eh ben, c'est un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires et qui peut être très conséquent pour une entreprise. Et c'est juste, voilà, le fait d'être sous-dimensionné, ça a un impact immédiat sur l'équilibre et du coup sur le chiffre d'affaires d'une entreprise. Voilà, je voulais apporter ces petits exemples. Et puis même, si on parle d'une manière un peu plus générale au sein des services administratifs, au sein des entreprises d'une manière générale, le fait d'avoir un manque de personnel, du coup, ça impose une charge supplémentaire aux effectifs qui sont en place. Et du coup, cet effectif qui est en place, du coup, il a du retard sur les tâches qu'il a initialement à faire au départ. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux qui est un peu une spirale négative et qui fait que, en tout cas, c'est contre-productif d'avoir une équipe sous-dimensionnée. Voilà. Je vais prendre la suite sur le slide d'après, sur le coût d'un recrutement et qui peut s'avérer devenir cher. D'abord, il y a tout ce qui est, on a analysé, on a estimé que le coût d'un recrutement était aux alentours des 10 000 euros. Alors, ça peut être bien plus quand on est sur des recrutements type membre du comité de direction et autres, mais d'une manière générale, en moyenne, ce coût est de 10 000 euros. Donc, ça va prendre en compte quoi? Tout d'abord, les coûts de canaux qui sont utilisés. Si vous utilisez des job boards, si vous avez une solution pour ça, mais ça, il faut le prendre en compte. Et puis après, il y a toutes les charges liées au RH. Alors, en quoi correspondent ces charges RH? Tout d'abord, ça va être la rédaction de la fiche de poste, la mise en ligne de l'offre d'emploi, la gestion des candidatures, l'entretien d'embauche, l'édition du contrat, puis, une fois que le contrat est signé, la constitution du dossier RH et l'intégration du salarié au sein de l'effectif. Et toutes ces charges sont imputées à l'équipe RH. Et on sait que le temps, c'est de l'argent. Et donc, du coup, ça représente une charge et un coût non conséquent. Et puis, à côté de ça, en termes de canal externe, il peut y avoir aussi les ONR des cabinets de recrutement auxquels on fait appel pour pouvoir nous aider à trouver des profils intéressants. Il y a un autre pourcentage qui est indiqué dans cette slide et j'aimerais, Hervé, que tu puisses justement nous le commenter, ce pourcentage qui est de 3% de la masse salariale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur à quoi correspond justement ce pourcentage de 3%? Oui, naturellement. Alors, puisqu'on est au rayon des chiffres, je fais juste une petite parenthèse sur la slide d'avant qui évoquait ce problème d'équilibre, juste pour resituer que les enquêtes en cours déclaratives laissent à penser qu'il y a 50% des chefs d'entreprise qui disent aujourd'hui que leur développement est freiné par le manque de ressources. Donc, ce qui est quand même assez important. Pour en revenir donc à cette question du coût de recrutement et à ces 3% de la masse salariale, dans la description qui était faite à l'instant des coûts de recrutement, on est sur des coûts directs, évidemment, liés au process, que ce soit de process média et puis au travail en interne. Les 3%, ils font plutôt référence à un ensemble de coûts directs et indirects et qui intègrent notamment l'échec qui se produit aussi dans les process de recrutement. Là aussi, pour être objectif, en tout cas pour objectiver cette donnée, la DARES nous dit qu'aujourd'hui, c'est un peu plus de 30% des CDI qui ne dépassent pas la durée de 12 mois. Et donc, de manière opérationnelle, quand on perd un candidat ou quand on fait partir un candidat qu'on a recruté, on se génère de nouveaux coûts et puis on a les coûts indirects liés aux salaires qui ont été versés qui ne sont pas productifs. Donc, les spécialistes là-dedans arrivent à définir que grosso modo, ça représente 3% de la masse salariale. Et pour en terminer là-dessus, petit commentaire, c'est quand même globalement à peu près la même chose, c'est-à-dire le montant équivalent de l'investissement formation des entreprises en France aujourd'hui. Voilà. Alors, si on parle maintenant et qu'on rentre dans une espèce de jeu de comparaison entre le CDD et l'intérim, donc on va approfondir un petit peu en détail, on peut considérer que la sollicitation en intérim est moins chère. Elle est moins chère car effectivement, elle offre plus de flexibilité. Donc ça, c'est un fait. Mais quand on regarde un petit peu dans le détail, on s'aperçoit qu'on est quand même en termes de coûts, à durée de mission et donc à capacité de travail équivalente, à peu près au double. Et donc ce coefficient, qu'on appelle d'ailleurs le coefficient de délégation ou le coefficient de gestion dans l'intérim, il va embarquer un certain nombre d'éléments, notamment tout ce qui concerne la souplesse et tout ce qui concerne la précarité, mais également la marge de l'agence d'intérim. Donc on voit bien que dans ce cadre-là, on a peut-être plus de simplicité en termes de recours
mais on a quand même un coût du travail qui est pas neutre et qui doit être intégré dans la réflexion. Donc, ce qu'on peut dire également, c'est que le coût d'un intérimaire diffère de manière assez sensible selon les volumes. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup d'équivalents temps plein à aller chercher en intérim, si j'ai une forte demande, le coût d'un intérimaire est un petit peu plus faible puisque j'ai l'effet volume dans la négociation vis-à-vis des agences de travail temporaire. Mais il faut prendre aussi en considération la rareté des profils recherchés. Parce que bien évidemment, si je recherche un conducteur super poids lourd ou un serrurier, ce sont des profils qui sont plutôt pénuriques sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Et donc, les coefficients sont forcément plus élevés parce que c'est plus difficile de trouver ce genre de ressources. Donc, ce que je vous propose, c'est justement d'essayer d'approfondir un petit peu cette comparaison entre les différents coûts. Ce qu'on peut dire de toute façon sur les différentes typologies de recours aux ressources externes, c'est que globalement, on peut considérer qu'il y a assez peu d'entreprises en France, indépendamment du secteur d'activité d'ailleurs, qui utilisent à la fois un fort recours en intérim et un fort recours à des contrats de type CDD. Donc on sent que c'est plutôt une stratégie et des orientations qui sont prises par les directions générales des entreprises de recourir plutôt à l'une ou plutôt à l'autre. Donc en fonction de certains critères qu'on va approfondir maintenant, l'idée c'est effectivement de pouvoir choisir le meilleur type de contrat par rapport effectivement à son activité. Donc, quand on regarde un petit peu là et qu'on compare de manière précise les contrats à durée déterminée avec l'intérim, on s'aperçoit qu'on a d'abord une notion de stratégie, c'est ce dont je viens de parler, qu'on va retrouver d'ailleurs plutôt segmenté par secteur d'activité. Si je prends l'exemple du contrat à durée déterminée, Jonathan, tu en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, on va le retrouver dans beaucoup d'entreprises de services, dans tout ce qui est effectivement nettoyage, services aux entreprises, hôtellerie, restauration, etc. Donc là, on est plutôt sur du CDD. Et à l'inverse, dans le BTP, par exemple, ou dans le transport et la logistique, on n'a quasiment pas de recours au CDD, on a beaucoup plus de recours à l'intérim. Alors, c'est lié aussi au fait que dans les entreprises que je viens de citer, notamment BTP, transport logistique, on a des hubs ou des gros chantiers, si vous voulez, qui sont dans une implémentation géographique qui permettent de travailler aussi avec des entreprises locales. Donc on a aussi ce tissu, on va dire, économique un petit peu parallèle, qui permet à des fournisseurs d'être plutôt bien positionnés pour être capables de servir des besoins particuliers aux entreprises. Alors, ce qu'il faut intégrer aussi, c'est la charge liée au recrutement, puisque lorsqu'on fait travailler un intérimaire, on ne le recrute pas à l'intérimaire. On délègue plutôt à l'agence de travail temporaire cette phase d'identification de candidats, de validation de ses compétences, pour qu'il soit proposé en candidature. En revanche, lorsqu'on est sur des contrats de type CDD, là, on a une charge de recrutement parce que le salarié va faire partie des effectifs, c'est-à-dire qu'il va être inscrit dans les registres du personnel comme faisant partie de l'entreprise. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il va être porté en paye, ce qui a forcément un impact. Le troisième critère, c'est le risque juridique, puisque vous savez que la législation française encadre très précisément le recours aux ressources flexibles, notamment sur la durée des contrats, mais également les conditions de renouvellement et les motifs qui sont liés au recours à ces ressources flexibles. Enfin, un dernier point, la gestion administrative, parce que bien évidemment, on le verra un peu plus tard, lorsque je recrute quelqu'un que j'intègre dans mes effectifs, j'ai une charge administrative qui est beaucoup plus importante et qui est en parallèle un petit peu plus légère, voire assez nettement plus légère, lorsqu'on est sur de l'intérim. Alors, je réponds en direct à la question qui est posée en ligne. Peut-on estimer que l'attractivité d'une entreprise facilite le recours de l'intérim? Alors oui, dans une certaine mesure, puisque dans l'intérim, on est obligé de respecter l'égalité de traitement. Donc, ce qui veut dire qu'on doit payer l'intérimaire selon les mêmes règles et avec les mêmes conditions salariales qu'un inscrit. Donc, effectivement, certaines entreprises réputées pour avoir des niveaux de salaire un peu plus élevés peuvent être plus attractives pour l'intérim qu'effectivement pour d'autres types de recours. Alors, le contrat d'intérim comparé au CDD,
on s'aperçoit que dans cette espèce d'équilibre qu'on est toujours en train d'essayer de rechercher, d'un côté, on a comme frein le coût, parce qu'évidemment, et comme j'en ai parlé déjà tout à l'heure, le coefficient de multiplicateur de 2 fait que sur une semaine équivalente de travail, le coût est probablement même un peu supérieur au double. Donc ça, c'est un point important. La partie administrative n'est pas complètement neutre non plus, il faut le rappeler, parce que derrière, il y a un contrat de mise à disposition qui doit être validé et signé, il faut transmettre les relevés d'heures, et derrière, il faudra contrôler la facture. Donc ça, ce sont quand même des charges qui sont imputées à l'entreprise qui a recours à l'intérim. De l'autre côté, on a effectivement un peu moins de risques juridiques parce qu'il est censé être contrôlé par l'agence de travail temporaire. Donc c'est aussi pour ça qu'on délègue des agences de travail temporaire pour faire le travail. C'est aussi parce qu'elles sont capables d'apporter une assistante et de vous alerter en termes de risques. La gestion administrative, on l'a dit tout à l'heure, comme l'intérimaire ne fait pas partie des effectifs et donc il n'est pas porté en paye, on a une charge qui est quand même allégée. Et enfin, je dirais que la charge de recrutement, là pour le coup, elle est totalement déléguée à l'entreprise de travail temporaire. C'est aussi la raison pour laquelle on parle de coefficient de délégation et de coefficient de gestion. Le coefficient de délégation correspond à la demande à une agence de rechercher un candidat. Le coefficient de gestion fait qu'on a déjà identifié le candidat et donc l'entreprise de travail temporaire aura une charge allégée par rapport à ça. Et à l'inverse, donc si on fait la comparaison entre le contrat CD et l'intérim, donc on voit que l'élément entre guillemets positif, ça va être le coût, d'accord? Mais à contrario, les risques juridiques, la gestion administrative et le recrutement feraient partie des éléments qui font pencher un peu plus négativement la balance. Pourquoi les risques juridiques? Parce que déjà, il y a des mesures réglementaires et qu'il faut faire attention au nombre de renouvellements de contrats qu'il peut y avoir. Donc ça va falloir le gérer parce qu'il va y avoir potentiellement des impacts derrière si ce n'est pas respecté. Les délais de carence entre les deux contrats, donc de CDD qui est renouvelé, la durée de période d'essai, les indemnités de précarité, de congés payés, etc. Toutes ces charges auxquelles il faut faire attention, tous ces risques juridiques sont imputés directement donc, du coup, à l'employeur. Sur la partie gestion administrative, et ce que disait François à l'instant, et là pour le coup, c'est à l'inverse, c'est que c'est une charge administrative pour l'équipe RH qui doit gérer toute cette gestion-là en interne et qui n'est pas du tout déléguée à l'agence ou à l'entreprise de travail temporaire à laquelle on fait appel. Et puis la partie recrutement, il y a toujours le risque d'échec, le fait de recruter un profil qu'on pensait bon et qui finalement n'a pas apporté satisfaction ou qui de lui-même a décidé de mettre un terme à sa période d'essai. Donc il faut retourner dans un process de recrutement nouveau. On avait d'ailleurs eu un témoignage de la part d'un client à nous qui est un grand groupe dans le retail, qui a l'habitude de recruter sur des missions courtes, donc à travers des CDD, et aussi d'intérim, mais à la rigueur plus de l'intérim. Il disait que pour lui, en fait, CDD, pour lui, c'était prud'homme, mutuelle, prévoyance, impôt. Donc en gros, c'est pas la solution qui lui convenait le plus. Mais bon, voilà. Donc voilà un petit peu cette comparaison entre cette balance entre le contrat intérimaire et le contrat CDD. Nous vous invitons d'ailleurs à lire sur pixit.fr, vous le trouverez donc sur notre site web. Nous avons édité un document qui donne plus d'informations sur les différences qu'il peut y avoir entre le recours à des contrats de type CDD et le recours à l'intérim. On a mené une petite enquête il n'y a pas longtemps pour savoir auprès des responsables de ressources humaines, de recrutement ou de DRH, s'ils avaient connaissance du coût d'un recrutement et du coup, combien ça leur coûtait pour leur entreprise. Et en fait, les résultats qu'on a obtenus sont très flagrants et montrent un petit peu la complexité de recruter et surtout quels sont les coûts qui sont générés par ces recrutements. Et on constate que 72% donc, du coup, des personnes sondées ou qui ont répondu à l'enquête ont dit que c'était très difficile de faire ce calcul. Et moi, je vais te solliciter, Hervé, parce que tu as été DRH d'un grand groupe avant ta fonction de consultant. Et je voulais savoir si, dans ton expérience passée, tu arrivais, toi, à déterminer combien coûtait un recrutement au sein de ton entreprise. Alors, de manière exacte, certainement pas. On approche de toute façon toujours cette question du coût par ce qui est visible et par la partie émergée de l'iceberg, en fait, et notamment par tout simplement la dimension comptable et la facturation des différents
des différents frais qu'on paye pour recruter. Donc, je suis assez d'accord sur le fait de dire que c'est de toute façon assez difficile à calculer. En revanche, j'ajouterais quand même un élément, c'est qu'en tout état de cause, quand on cherche à définir le coût du recrutement, on est toujours finalement dans une phase de constat. C'est-à-dire que c'est une donnée comptable, mais ce n'est pas une donnée de gestion. C'est-à-dire que on n'est pas en lien avec un engagement budgétaire, souvent, qui nécessiterait pour ça qu'on ait anticipé sa stratégie de recrutement pour en définir les outils et les moyens, et donc derrière, finalement, se donner une ligne de conduite. Donc, approcher la question du coût de recrutement aujourd'hui, ça permet en effet de se dire qu'on a fait des plus ou moins bons choix en matière de choix de process, de job board et autres, mais de toute façon, ça reste quand même malgré tout, de mon point de vue, assez insuffisant aujourd'hui. Et en l'occurrence, délicat et difficile à faire. Ok. Merci pour ton retour d'expérience. Donc, du coup, ça me permet de rebondir sur la slide d'après, sur quels indicateurs sont nécessaires pour vérifier l'efficacité du coup de ces recours. Et là, on a identifié 6 KPI, donc 6 données, avec tout d'abord les typologies de contrats. Donc, on l'a vu tout à l'heure sur le choix à faire entre, on l'a expliqué avec le CDD ou l'intérim, pour faire le bon choix justement en fonction du besoin. Et donc, sur la typologie de recrutement et sur la typologie des contrats, ça va nous permettre d'analyser service par service et même mois par mois pour détecter un petit peu aussi les effets de saisonnalité et savoir quelle typologie de contrat je vais faire par la suite lorsque les saisons seront chargées. Donc, ça permet aussi de prévoir un petit peu l'activité de l'entreprise. Le deuxième KPI, donc, c'est coût et efficacité des canaux. Donc, déjà, est-ce que ce sont des canaux internes ou externes? Combien de canaux sont utilisés? Donc, et quel en est le coût justement de ces canaux? Quels sont les résultats par canal? Donc, c'est-à-dire combien de candidatures j'ai reçues ou j'ai traitées? Et sur toutes ces candidatures, combien ont été retenues ou ont abouti à un recrutement? Et aussi, quel est le taux d'échec? Donc, en fait, faire une extraction de ces données au sein d'une solution va permettre d'avoir tous ces indicateurs qui sont importants pour une équipe RH et pour une entreprise d'une manière générale. Ensuite, ça va être le temps d'un recrutement. Alors, du coup, combien de temps passe-t-on sur un recrutement? Vous allez pouvoir savoir avec l'analyse des KPI, savoir combien de jours vous avez mis entre la définition de votre besoin et la phase d'onboarding du candidat. Combien de jours s'est-il passé entre le moment où vous avez paru une annonce d'offre d'emploi sur les différents job boards ou auprès de vos entreprises de travail temporaire et autres, jusqu'à la signature du contrat ou de la mise à disposition, par exemple, de l'intérimaire? Pour les contrats courts, en fait, c'est très important de pouvoir établir ce ratio de temps passé sur le recrutement versus la durée de la mission ou du contrat. Pourquoi? Parce que sur les missions courtes, il risque d'y avoir beaucoup d'échanges de va-et-vient du contrat. Et du coup, ça peut prendre un temps considérable. Et donc, le but, c'est de gagner en efficacité. Et justement, ces indicateurs sont là pour vous y aider. Le nombre de personnes qui sont impliquées dans ces process. Donc, à savoir déjà, les personnes qui sont impliquées en interne, au sein de votre organisation. Savoir potentiellement identifier les personnes qui sont impliquées et du coup, en calculer le coût qu'induit ces personnes dans ces phases de recrutement. Et puis en externe, ça peut être aussi combien de personnes au sein d'un cabinet auquel vous avez fait appel vont travailler sur votre projet de recrutement. Et du coup, ça va induire un coût et une facturation corrélative. Le cinquième KPI, ça va être le taux de réussite. Donc, à travers ce BI ou cette analyse de données qui peuvent être remontées, vous allez tout de suite pouvoir connaître le taux de réussite sur vos campagnes de recrutement. Hop. Et je passe la dernière slide. Et le dernier, donc le temps de gestion administrative. Alors, sur les contrats courts, j'en ai parlé il y a quelques instants, c'est très complexe et vu qu'il y a des délais à respecter sur la mise à disposition du contrat de travail tout en respectant du coup les données légaux, il faut pouvoir bien gérer ça et savoir l'analyser pour que derrière,
Si jamais vous avez un nombre de candidats à recruter de façon importante et volumique sur un poste bien en particulier, si vous avez tous ces allers-retours de documents, de contrats à rectifier, fois la multiplicité des candidats, c'est là où ça va devenir un vrai casse-tête. Et là, l'enjeu et le fait d'avoir un outil de digitalisation, bah, du coup, c'est un outil qui va vous simplifier clairement la vie. Alors, j'en profite peut-être pour vous donner les grands avantages d'un outil comme Pixit. Donc, l'avantage, je dirais, principal, c'est d'avoir un cockpit de pilotage qui va permettre de gérer l'ensemble de cette capacité à intégrer des ressources donc nécessaires pour la force de production, quelle que soit la typologie du contrat. Je pense que ça rejoint ce qu'on appelle aujourd'hui le TTA, donc le Total Talent Acquisition. Vous avez certainement vu que dans les grands groupes, il y a maintenant des spécialistes qui portent cette responsabilité. Donc, ils sont en charge d'essayer de faire en sorte de trouver les mécanismes sur différents axes. Et d'ailleurs, l'expérience d'Hervé sera très intéressante parce qu'il va nous apporter d'autres éléments. Il y a le process, bien sûr. Il y a l'outil, ensuite. Mais il y a aussi la façon d'orchestrer l'ensemble. Et à ce titre-là, on verra qu'Hervé a des idées très intéressantes qu'il pourra d'ailleurs vous soumettre. Si on détaille un peu les avantages en rentrant un petit peu dans le vif du sujet, en termes de gain de temps, l'idée c'est d'accéder aux ressources avec des viviers de candidats qualifiés. Donc les viviers de candidats qualifiés sont d'autant plus intéressants que les ressources sont pénuriques. Alors attention, les outils ne font pas apparaître des candidats ou des profils intéressants là où il n'y en a pas, on est tous d'accord. Par contre, comme il y a une notion derrière de rapidité, c'est vrai que la mise à disposition d'un profil et le fait de pouvoir récupérer ce profil sont des axes qui permettent aux entreprises d'être plus efficaces. Donc ça, c'est un point important. Le second, en termes de gain de temps et d'efficacité, c'est toute la gestion administrative qui va être simplifiée et accélérée, et notamment en intégrant tous les mécanismes de dématérialisation. Donc, création automatique des contrats avec des notions de clause, par exemple, pour les CDD, ce qu'on appelle un clausier, signature électronique de ces candidats, de ces contrats, le fait de pouvoir pousser des candidatures sur des smartphones directement aux candidats. Tous ces principes vont permettre d'aller plus vite et d'être plus efficace. La deuxième chose importante à dire, c'est la sollicitation pour tous les types de contrats. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas forcément la question de savoir quel type de contrat. L'objectif, c'est déjà de trouver le candidat. Et en fonction du candidat qu'on va solliciter, qui va nous répondre, qu'il est disponible potentiellement, on va effectivement adosser la bonne typologie de contrat. Donc ça aussi, c'est une idée un petit peu révolutionnaire qui consiste à dire, on trouve d'abord le candidat et ensuite on voit sous quelle forme de contrat on peut l'intégrer. Et puis le dernier point qui rejoint un peu ce qui a été dit, notamment sur les indicateurs de pilotage, c'est tout ce qui permet d'avoir des tableaux de bord et de suivre et de tracer tous les éléments constitutifs en fait du recours et de donner des tableaux de bord et une vision précise pour le DAF, pour la direction générale ou pour la direction des ressources humaines. Donc si on détaille un petit peu plus les éléments que l'on va analyser, je vais vous donner quelques exemples, et là encore, c'est plutôt réducteur par rapport à toute la puissance et tous les indicateurs qualité qu'on peut avoir derrière, mais on peut très facilement connaître le nombre de missions par typologie de recours, l'efficacité, comme le disait Jonathan tout à l'heure, par canal, donc ce qu'on appellera le taux de transformation, c'est-à-dire le nombre de candidatures versus le nombre de transformations en termes d'intégration. On va trouver des indicateurs qui vont nous permettre de suivre efficacement le coût, à la fois le coût externe, mais également, pourquoi pas, le coût indirect, notamment sur le temps passé. On va pouvoir mesurer la performance du sourcing, notamment sur les délais de recrutement. Et puis surtout, et j'ai envie de dire, on revient à la thématique initiale, pouvoir contrôler l'adéquation entre le recours aux ressources flexibles, quel que soit le contrat, et les résultats de l'entreprise. Donc ça, je pense que l'ensemble de ces indicateurs-là permettent d'avoir une vision beaucoup plus claire de l'activité. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu en préambule, l'arrivée d'Hervé avec nous n'est pas innocente, c'est-à-dire que son expertise a beaucoup de sens, et en tant qu'ancien DRH chez Colas et fondateur de l'entreprise Welcome Aboard, j'ai plusieurs questions à lui poser que je pense vous partagerez. La première, des questions vraiment très opérationnelles.
La première, c'est qu'est-ce que tu constates sur le terrain sur ces thématiques-là? Ce que je constate aujourd'hui, c'est, comme beaucoup, c'est que on est sur un changement de paradigme, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que clairement, depuis maintenant quelques années, on est passé dans un marché qui est à l'avantage des candidats, entre guillemets à l'avantage, sur lequel le candidat a la main, pour être très clair. Et ça a un impact qui n'est pas toujours très, très bien mesuré dans les organisations, publiques comme privées. C'est que finalement, aujourd'hui, ça suppose à ces organisations d'adapter leur process et surtout d'adapter leur posture, en fait. Ce qui n'est pas toujours encore très, très bien compris et qui se constate aujourd'hui quand on peut lire à droite ou à gauche que des candidats quittent des process de recrutement qui sont en cours ou qui ne viennent pas aux entretiens pour lesquels ils sont invités, etc. En fait, le candidat a la main. Donc aujourd'hui, il faut vraiment, et il est vraiment urgent, de réfléchir dans ces process à qu'est-ce que l'on met en place pour faire en sorte que le candidat se sente attendu, qu'il se sente considéré, qu'il sente qu'on place déjà un peu de confiance en lui dans cette démarche qui reste de toute façon un pari, le recrutement de part et d'autre. Et ça, les entreprises, je pense, s'interrogent et peuvent s'interroger sur ce sujet-là pour pouvoir développer derrière de la réactivité. Et puis, on parle beaucoup d'attractivité, mais l'attractivité, elle se joue certainement aussi à ce niveau-là. En fait. Et du coup, quels sont les éléments de valeur que Welcome Aboard peut apporter? Je crois qu'il y a la nécessité aujourd'hui d'avoir une vision globale de l'entreprise et de ne pas justement traiter ces questions de recrutement entre guillemets par le trou de la serrure ou en silo, en regardant d'un côté la marque employeur, d'un autre côté l'intégration, d'un autre côté l'outil, etc. Les outils, par exemple, tels que ceux que vous proposez, sont très intéressants parce que très structurants et puis ils fournissent de la donnée. Mais on va revenir derrière sur le sujet. Évidemment, comme tout outil, ils ont surtout de la valeur quand ils sont bien utilisés. Donc, moi, le premier enseignement, je pense que j'essaye d'apporter, c'est que finalement, si on considère qu'aujourd'hui, le recrutement, la démarche de recrutement dans l'entreprise est un processus stratégique, moi, j'amène souvent à réfléchir déjà au niveau de délégation que l'on a aujourd'hui dans les organisations sur ce processus qu'on juge stratégique. Autrement dit, si c'est quelque chose d'aussi stratégique que ça pour l'avenir de l'entreprise, la question peut se poser de savoir quel niveau de maîtrise on en conserve en interne et qu'est-ce qu'on délègue à l'extérieur. La deuxième chose, c'est que, en fait, on l'a prouvé tout à l'heure dans les démarches de coût, il y a toujours, et c'est pour ça que j'en venais à cette question de processus stratégique, il y a une notion d'anticipation qui n'est pas toujours simple à avoir dans cette démarche de recrutement et qui finalement induit les coûts qu'on vient de voir. Comme tout le monde le sait, l'urgence a un prix. Et finalement, ce qu'on paye aujourd'hui en flexibilité ou ce qu'on paye en coûts conséquents de recrutement sont simplement finalement les conséquences souvent d'un manque d'anticipation ou d'un défaut d'anticipation dans les besoins et dans la planification de nos besoins. En fait. Voilà. Donc, c'est ce en quoi le recrutement est aujourd'hui clairement un processus stratégique. Du coup, on parle plus quelque part d'un projet de transformation, parce que ça veut dire que mettre en place des process, ça nécessite aussi d'avoir fait une analyse de la façon dont l'entreprise travaille au préalable et regarder d'abord si ce processus est adapté, s'ils utilisent les bons outils, et ensuite peut-être préconiser une autre démarche. C'est un peu ça le sens de l'histoire? C'est ça, oui, tout à fait. Ça part en effet d'une étude finalement de l'existant, de ce qui fonctionne aussi, parce que bien évidemment, comme tout diagnostic, il est intéressant de s'intéresser aussi à ce qui fonctionne. Et puis en effet d'identifier les axes d'amélioration qui peuvent être divers et variés. Ça peut être en effet sur des questions, alors qui sont d'ailleurs un petit peu souvent éloignées de la question du recrutement. C'est déjà des questions d'attractivité. Il y a plein de secteurs d'activité aujourd'hui qui se posent des questions dont les conséquences est un problème de recrutement, mais finalement, dont à l'analyse, le problème de fond est un problème d'attractivité lié à des niveaux de salaire jugés insuffisants ou des conditions de travail jugées pas très attractives. Donc ça, c'est sûr qu'il y a cette notion de diagnostic à faire.
Et puis, il ne s'agit pas de plaquer des solutions toutes faites sur une ou l'autre réalité. Chaque secteur d'activité a quand même aussi ses contingences, ses possibilités. La taille de la structure est aussi un élément important, évidemment. Hein. Dans une PME, on n'a pas exactement les mêmes moyens que dans un grand groupe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'identifier finalement, d'identifier au sein d'une organisation le responsable du recrutement et la personne qui va prendre en charge réellement le recrutement et qui va en assumer la paternité, ça permet notamment aussi parfois de simplifier les process. Je veux en venir au fait que dans un certain nombre d'entreprises, aujourd'hui, pour y rentrer, on a le droit copieusement à 4, 5, 6 entretiens, par exemple. Bon, ça aujourd'hui, très clairement, dans un marché où le candidat a la main, je n'ai pas besoin de faire de dessin sur le fait qu'assez facilement, au bout du deuxième, normalement, si tout se passe bien, le candidat s'est évanoui. Évanoui dans le sens, il n'a pas perdu connaissance, mais il a tout simplement quitté le process parce que potentiellement, il a une autre démarche en cours tout aussi compétitive sur laquelle il va pouvoir aller plus facilement, quoi. Donc oui, étudier ce que l'on fait et accepter ce changement de posture, c'est déjà le point de départ, en effet, de la démarche. Ouais. D'accord. Alors, ce qui est certain, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, le candidat a probablement un petit peu plus la main qu'il y a quelques années, c'est-à-dire que le marché s'est un petit peu renversé. Donc, ça veut dire que les entreprises doivent travailler sur l'attractivité des offres qu'elles peuvent mettre à disposition. Je pense que ça veut dire aussi que la notion de marque employeur, qui était un mot ou une phrase qu'on n'utilisait pas beaucoup il y a quelque temps, est devenue très importante aussi. C'est-à-dire que il faut que les entreprises soient capables, quand elles sollicitent un candidat, de lui répondre rapidement, de simplifier l'accès aux informations. Donc, finalement, je pense que c'est pas seulement un outil ou un process ou une stratégie, c'est un peu l'ensemble de ces trois-là qui permet d'optimiser, de rendre efficace le processus de recrutement. Oui, tout à fait. D'où la nécessité d'avoir cette vision globale, d'ailleurs, sur la démarche, en fait, et de ne pas traiter les choses par petits morceaux. Il est sûr qu'aujourd'hui, dans un contexte de pénurie de certaines compétences sur le marché, il va d'ailleurs falloir très certainement tourner son regard sur autre chose que le recrutement par le CV, par le diplôme et par une expérience similaire. Parce que ça, très clairement, ça a montré ses limites depuis longtemps. Et aujourd'hui, on est obligé de tourner le regard vers une approche compétence pour aller identifier des compétences transposables finalement chez des candidats qui seraient en dehors du scope en temps normal, mais dont on peut avoir besoin sur tel ou tel recrutement. Évidemment, sous réserve que l'entreprise ait les moyens de mettre en place le dispositif de formation qui va avec à l'accueil, quoi. Et de manière générale, de ton expérience, quels sont les secteurs d'activité sur lesquels il est le plus difficile de recruter aujourd'hui? Je crois qu'ils sont nombreux. En fait, peut-être qu'on pourrait commencer par ceux pour lesquels il n'est pas difficile de recruter. Ouais. Si on écoute et si on lit tout ce qu'on lit aujourd'hui, non, chaque secteur a ses spécificités. Une fois encore, je pense que la difficulté est plusieurs niveaux. Il y a soit une question d'attractivité qui peut se poser, soit, et ça, je reviens sur cette question de compétences, il peut y avoir aussi une difficulté liée au fait que le dispositif de formation initiale, voire de formation continue, ne produit pas aujourd'hui, pour certains, suffisamment de compétences. Et là, pour le coup, si la compétence n'est pas existante sur le marché, la question revient bien finalement aux majors d'un secteur que d'imaginer de devenir les créateurs de cette compétence. Les sujets sont différents entre les grosses organisations et les petites. Moi, ce que je rencontre, c'est que dans les petites organisations, oui, on est aussi sur des questions de process, parfois d'outillage, de savoir-faire. Et là, il y a un vrai sujet, y compris dans la montée en compétences, je dirais, des équipes de recrutement. Dans les plus grosses structures, on a souvent plus de moyens. Ce qu'on observe, c'est que la dimension collaborative est parfois, par contre, plutôt absente entre les opérationnels et les fonctionnels. Et qu'aujourd'hui, face à la difficulté de la démarche, on a besoin de tout le monde. Et pour recruter, il y a besoin que chacun fasse un effort à tous les niveaux, hein, que ce soit dans le sourcing, puis ensuite dans l'intégration des candidats qui auront été sélectionnés. Je profite de l'occasion, puisqu'on avait commencé par des chiffres et qu'on s'approche de la conclusion, on va aussi terminer par des chiffres. Celui-ci m'a frappé parce qu'en fait, il est aujourd'hui quasiment de notoriété publique.
qu'approximativement un tiers des CDI sont interrompus pendant la première année à l'initiative du salarié. Ce qui veut bien dire aussi qu'au-delà du processus de recrutement et de l'intégration, il est aussi nécessaire de savoir retenir les candidats et éviter effectivement cette espèce de volatilité un peu systématique. Alors après, je ne rentrerai pas dans le débat des générations, puisque effectivement, on peut en discuter pendant des heures, mais c'est aussi un élément important. C'est-à-dire que pour avoir une force de travail à peu près stable, ce qui est très important, parce que quand quelqu'un s'en va au bout de quelques mois, on a eu tous les coûts qui sont liés à son recrutement, on en a déjà suffisamment parlé, on a eu les coûts liés à son intégration, et puis au final, on ne bénéficie pas, entre guillemets, de sa force de travail, puisqu'il s'en va très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, du coup ? On évoquait tout à l'heure, tu évoquais tout à l'heure les questions de marque employeur. Et en effet, dans certaines démarches aujourd'hui, on pourrait avoir tendance à travailler sur ce sujet-là, peut-être parfois de manière un peu hors sol, en essayant d'idéaliser d'une certaine manière ce que peut être l'entreprise. Et moi, je crois que si on veut éviter parfois un certain nombre de désillusions post-signature du contrat de travail, moi j'en appelle souvent à communiquer juste, en fait. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire de la survente de l'entreprise au moment où on parle de la marque employeur et d'essayer de vendre une sorte d'Eldorado. C'est plutôt d'essayer de vendre ce qui est juste et ce qui nous différencie finalement de l'entreprise d'à côté, mais dans la justesse, en fait. Parce que ce qu'on risque dans ces cas-là, bien évidemment, c'est un écart de vision entre l'image que le candidat peut avoir de l'entreprise avant d'y rentrer, puisqu'il en a après y être rentré. Et puis après, tu parlais d'intégration. Moi, la question de l'intégration, je pense que c'est une question de temporalité. Il y a l'accueil qui se passe dans les premiers jours, et puis après, il y a l'intégration. Et l'intégration, pour moi, elle se passe non pas dans les premiers jours, mais dans les premiers mois. Et chaque collaborateur qui croise un nouvel arrivant dans l'entreprise a un rôle à jouer en la matière, notamment en termes d'acculturation, parce qu'il peut y avoir entre les différentes structures des différences d'approche, des différences d'organisation, de philosophie, qu'on n'est pas toujours à même de percevoir. Et c'est vrai que quand c'est expliqué par quelqu'un de l'entreprise et qu'on aide à le verbaliser, à l'exprimer, ça permet d'éviter d'en faire quelque chose, soit un objet de frustration, voire même un objet, une raison du départ. Donc ce travail sur l'intégration, il est vraiment nécessaire, souvent difficile parce que le marché du recrutement, comme on l'a dit, est compliqué et que souvent les postes restent vacants trop longtemps, au point où quand on trouve le ou la candidate idéale, qu'on juge idéale sur l'instant en tout cas, au moins, assez rapidement, il faut sauter dans le bain et on rogne sur cette partie d'intégration. Alors tout le monde est assez d'accord là-dessus. Dans la pratique, au-delà de l'accord formel qu'on peut tous avoir là-dessus, il est beaucoup plus difficile à faire, mais malgré tout nécessaire. Si on veut éviter cette donnée que tu citais, d'un tiers en effet des CDI qui sont plus dans les 12 premiers mois, et en effet, ça dépend des tranches d'âge. D'ailleurs, j'ai une remarque d'une participante à ce séminaire que je remercie au passage, qui nous écrit: en lien avec vos propos en cours, importance du process d'intégration qui fait partie intégrante du process de recrutement, souvent absent au sein des entreprises, notamment pour les emplois cadres. Alors c'est vrai que c'est une remarque intéressante parce que, en fait, quand on creuse un peu le chiffre brut d'un tiers qui s'en vont et qu'on essaye de mettre en face les raisons pour lesquelles ils s'en vont, je pense qu'il peut y avoir aussi une différence entre le poste que finalement le salarié va occuper versus le job description, comme disent les Anglais, qui leur a été donné au départ. Donc là, peut-être aussi, il y a un décalage, d'où la nécessité, et là, on sera tous d'accord, mettre en place un outil. Si les annonces de recrutement ne sont pas bien rédigées ou correspondent pas bien au poste, l'outil va permettre de sourcer peut-être plus vite, mais pas la meilleure personne. Donc, il faut bien repenser le système dans son ensemble avant de simplement d'essayer de trouver des points d'amélioration. Très clairement, de toute façon, cette dimension du cahier des charges propre au recrutement est assez fondamentale. Ça aussi, c'est quelque chose qui est malheureusement assez souvent renié par faute de temps ou faute de coopération ou de collaboration avec le reste de l'entreprise. Et pourtant, pour bien chercher ce qu'on a à chercher, il faut être en capacité de bien définir son besoin. Et il n'est pas rare, dans des processus de recrutement, quelles que soient les organisations, de se rendre compte que
les différentes parties prenantes dans un recrutement ont une vision différente du poste et donc se font une vision différente des candidats qu'ils rencontrent. Et donc, par définition, au moment où il est question de synthétiser la démarche et de faire un choix, ça devient compliqué. Et c'est là où on se retrouve avec des candidats qui sont en effet en attente de réponse pendant 3 semaines, ce en quoi, évidemment, dans un marché comme il est aujourd'hui, au bout de 3 semaines, ils ont généralement trouvé chaussures à leurs pieds, mais ailleurs, en fait. Alors, c'est vrai que je vois aussi dans les remarques qui sont faites dans le fil qui nous accompagne, l'importance des rapports d'étonnement. Alors oui, je confirme, je pense que c'est effectivement quelque chose de très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste la capacité d'un candidat qui vient d'être intégré et pendant la première partie de son intégration, de faire part de ses remarques, donc de son étonnement, qui peut être à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens. Mais l'idée, c'est effectivement d'utiliser cet outil qui peut être un peu perturbant parce qu'on va vous dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre ou qui vont vous surprendre. Donc, une notion de rapport d'étonnement, à la fois pour le collaborateur, mais également pour le manager. Et effectivement, ça doit s'accompagner, ce rapport d'étonnement, d'un processus de suivi et de feedback qui, effectivement, vont permettre de bien manager, entre guillemets, cette intégration qui va, pour le coup, et compte tenu de cette volatilité du marché, la période d'intégration est peut-être aujourd'hui aussi beaucoup plus longue qu'elle ne le fut par le passé. Et pour rebondir sur cette notion de feedback qui est particulièrement évidemment intéressante, ça permet aussi d'évoquer cette question qu'on cite souvent aujourd'hui, qui est la question du sens que les uns et les autres auraient à s'investir, à s'engager finalement dans une action collective. Alors, on fait souvent de cette question du sens, la question du pourquoi je le ferai. Moi, je pense que la question du comment je le fais est tout aussi importante. Et ce en quoi cette pratique du feedback adresse cette question-là, c'est quelque part le sens de ce que je fais. Je le trouve aussi dans la façon dont on me demande de travailler et la façon dont entre guillemets, on me fait travailler. Je vise en disant ça. Aujourd'hui, ces organisations dans lesquelles, par exemple, la notion d'autonomie, de responsabilité, de confiance est clairement en déficit, quels que soient les niveaux. Et ça, aujourd'hui, on se pose souvent la question sur ces jeunes diplômés, ces jeunes cadres aujourd'hui sortis de brillantes écoles qui finalement fuient certaines organisations. Je pense qu'une partie de la réponse, parce que ça serait un peu réducteur très certainement que de traiter comme ça, mais une partie de la réponse peut parfois se trouver là-dedans. C'est aujourd'hui, quand j'ai fait un diplôme ou une école renommée, ai-je réellement envie d'être un exécutant de luxe, en fait. Autrement dit, si on remet la confiance au cœur du dispositif, peut-être l'autonomie et la responsabilité, on va peut-être aussi permettre de retrouver un petit peu d'attractivité et de redonner du sens aussi finalement au travail, indépendamment de savoir si on fabrique des yaourts ou des voitures ou des armes. Merci Hervé. Il est temps de conclure. Donc, je pense que vous avez, je l'espère en tout cas, pris connaissance d'un certain nombre de choses qui sont importantes. Donc, je pense qu'en termes de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que il y a les outils, il y a le processus, mais il y a globalement aussi toute une démarche qui est très importante. Et à ce titre-là, je vous invite à prendre connaissance d'un document qu'on avait écrit à l'époque plutôt pour la direction financière, qui était comment piloter le recrutement avec flexibilité, le recrutement des ressources flexibles avec flexibilité. Je pense que vous y trouverez des informations intéressantes. Il nous reste aujourd'hui à vous remercier parce que c'était pour nous quelque chose d'important de pouvoir discuter de ces sujets-là avec vous. Je vais juste prendre une dernière question que je trouve particulièrement intéressante. Je la lis à haute voix pour mes collaborateurs. Est-il vraiment possible de gérer tous les types de recrutement de manière unifiée, direct, indirect? Avez-vous des exemples d'entreprises? Alors, c'est une excellente question. Alors, effectivement, on a des clients qui utilisent pour le coup nos solutions pour faire les deux, à la fois l'intérim et les contrats courts de type CDD. Donc, on a des références dans plusieurs secteurs d'activité. Oui, c'est possible. Mais par contre, et j'insiste bien sur le sujet, c'est pas forcément, on n'a pas forcément la réponse absolue, et il n'y a pas de réponse absolue. Hein, l'idée, c'est plutôt d'essayer de mettre en place, de bien comprendre ce qui se passe au travers d'un audit, par exemple, d'une analyse des process de recours. Ça peut être un bon point de démarrage. Et puis ensuite, une fois que le constat est effectivement établi,
de pouvoir mettre en place un plan d'action qui va permettre d'optimiser l'ensemble de ces éléments et d'en faire potentiellement une stratégie pour mettre en place, le cas échéant, des processus particularisés avec des outils et des indicateurs de suivi. Alors, juste pour répondre à une question qui m'était posée pour savoir si on pouvait intégrer le DAF dans le processus de recrutement et en lien avec le document que tu citais juste avant, bien évidemment, toutes les parties prenantes dans l'entreprise ont un mot à dire sur le sujet, et puisque j'évoquais tout à l'heure la dimension, de mon point de vue stratégique de ce processus, le DAF a tout à fait sa place dans le dispositif, et notamment parce que ça permettra justement davantage peut-être aussi d'anticiper cette démarche sur l'année en fait. Très bien. Écoutez, je vous propose de clore cette session. Je voulais remercier vivement Jonathan et Hervé pour le rapport très instructif et remercier également tous les participants d'avoir suivi ce webinaire, et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire sur une autre thématique, je l'espère intéressante. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Bonne journée à tous. Oui, au revoir. Bonne journée.